Le peuple caché. Il y avait un grand océan, aux vagues froides et aux marées chargées de glace presque toute l'année, qui battait les plages d'une île loin de toutes les autres terres. Cette île, coupée de tout contact avec le reste du monde, n'avait pas grand-chose à offrir. Derrière les plages s'étendaient des prairies d'herbes rases et des marais dans lesquels d'étranges oiseaux bâtissaient leurs nids. Et puis d'un coup, s'élevaient des montagnes abruptes, dont les pentes très raides se fendaient parfois lorsque s'écoulait une immense cascade. Les torrents qui donnaient naissance à ces chutes jaillissaient des glaciers d'altitudes inaccessibles, dont les cimes restaient souvent cachées derrière les nuages. Le cœur de l'île n'était pas habité. Des fermes avaient été construites tout près des côtes et formaient comme un cercle qui suivait le littoral. Les habitants étaient arrivés des siècles avant le début de cette histoire. Ils avaient décidé de s'approprier ce morceau de terre perdu dans la mer, malgré toutes les difficultés qu'il présentait. Et ils y étaient parvenus. Avec le temps, des familles s'étaient installées et avaient prospéré, et on pouvait considérer à présent qu'ils avaient pris racine sur cette île intraitable. Seulement, ils n'en constituaient pas les seuls habitants, et le savaient fort bien. Dès leur arrivée sur l'île, les familles s'étaient senties entourées d'autres êtres vivants, bien plus anciens, et arrivés très longtemps avant eux. Ils ne les voyaient jamais, mais remarquaient tous les signes de leur présence. Ils vivaient leur propre existence, fort différente de celle des hommes, mais ne paraissaient pas dérangés par ces derniers. Du moins, tant qu'ils respectaient leur propre lieu de vie et ne cherchaient pas à s'y aventurer. La cohabitation s'était déroulée sans trouble, et on prenait toujours garde à contourner certains endroits réservés au peuple caché. Parfois, on leur apportait des offrandes dans certaines occasions bien précises. On ne pouvait parler avec eux, ni vraiment se comprendre, mais on se contentait de partager un même espace en s'adressant une politesse une fois de temps en temps. Gulva vivait dans l'une des fermes de la côte et aidait ses parents à élever les moutons. Elle voyait parfois les amis qu'elle avait dans les fermes des environs et partageait sa maison avec plusieurs frères et sœurs. Au printemps, elle allait pêcher en mer sur la petite barque construite par son père. L'hiver, elle apprenait avec sa mère à composer de très beaux motifs pour les tapisseries qui réchauffaient leurs murs. À vrai dire, Gulva était une petite fille sans histoire, sage et appréciée de tous, qui espérait un jour s'établir dans sa propre ferme. Seulement, il existait bien une chose dans ce petit univers capable de mettre en danger tout ce joli tableau. Cette chose, c'étaient les feux qui brillaient parfois la nuit dans la montagne. Certaines nuits, sur les pentes des montagnes qui s'élevaient au loin, des flammes scintillaient, surgies de nulle part, et dansaient jusqu'au petit matin. Elles avaient quelque chose de différent, et ne ressemblaient pas à celles qui naissaient des bûches de leur cheminée. Des teintes plus variées peut-être, ou bien des formes étrangement recourbées. Gulva n'aurait vraiment su le dire. Mais ce qu'elle savait, c'était que ces feux signifiaient quelque chose. Chaque nuit où ils s'allumaient, ses parents regardaient la montagne, puis discutaient entre eux à voix basse. Alors, l'un d'entre eux remplissait un panier d'une motte de beurre frais ou de baies sauvages qu'elle avait parfois cueillies elle-même. Puis, son père ou sa mère sortaient dans la nuit et marchaient en direction de la montagne, pour ne revenir qu'après un long moment, le panier vide. Lorsque Gulva demandait à ses parents ce que signifiait cette étrange coutume et qui allumait les feux dans la montagne, elle n'obtenait aucune réponse. Ses parents se contentaient de lui répondre qu'il ne fallait jamais manquer une occasion de plaire au peuple caché, et se taisaient. Cela ne satisfaisait évidemment pas Gulva, qui à chaque nouvelle apparition des feux se sentait plus curieuse et impatiente d'en comprendre l'origine. Jusqu'au jour où elle n'y tint plus. Un beau soir d'été, alors que la nuit était si courte qu'on y voyait toujours clair, elle vit les feux s'allumer et ses parents préparaient leur sortie. Ce fut son père qui se chargea du voyage
et elle le vit partir en direction des montagnes. Gulva prétendit alors avoir attrapé froid en pêchant plus tôt dans la journée et se plaignit de fièvres imaginaires et de douleurs inventées. Elle fit mine d'aller se coucher, mais quitta la maison par la fenêtre de sa chambre immédiatement, sa comédie achevée. Prenant garde à ne pas se faire remarquer, elle courut en direction des montagnes, espérant apercevoir la haute silhouette de son père en route vers les feux. Ces derniers brûlaient bien vifs contre les pentes noires, et aucun nuage ne les voilait. Gulva sentit son cœur bondir d'excitation. Elle allait enfin percer le mystère des feux. Elle finit par repérer son père, qui gravissait déjà les premières hauteurs. Elle reprit alors sa course, craignant de le perdre de vue. Gulva atteint à son tour les pieds de la montagne et s'apprêta à en escalader ses pentes. Alors qu'elle posait le pied sur le tout premier rocher, un brusque coup de vent glacé la figea sur place. Étonnée d'une telle bourrasque en plein été, elle interrompit sa marche et regarda en direction de la mer, dont semblait provenir le frima. Aussitôt, son visage fut frappé par un nouveau courant, bien plus puissant que le précédent. Cette fois-ci, le vent était chargé de neige et même de morceaux de grêle et sifflait à ses oreilles comme au milieu d'une tempête de février. Tout devint sombre. La nuit était brutalement tombée sur l'île, alors que le ciel devait rester entièrement clair pour des jours encore, avant le retour des étoiles lorsque l'été décline. Gulva voulut toucher ses cheveux. Ils étaient semés de flocons. Elle recula, voulut s'abriter derrière un gros rocher en revenant sur ses pas. Dès qu'elle se fut éloignée de la montagne, le vent cessa, la nuit se leva, et elle se retrouva de nouveau sous un ciel clair, caressée par une gentille brise d'été. Très effrayée, Gulva rentra chez elle, grimpa dans sa chambre par la même fenêtre qu'un peu auparavant, et n'eut pas besoin de mimer son coup de froid le lendemain matin devant sa famille. Après cet événement, Gulva cessa pour quelque temps de s'intéresser aux feux de la montagne. Lorsqu'ils apparaissaient, elle détournait le regard, pensant fort à son étrange aventure. Mais malgré tout, la curiosité finit par s'emparer d'elle à nouveau. Une nuit d'automne, alors que sa mère était sortie pour aller porter du beurre dans la montagne dès qu'elle avait vu les feux s'allumer, Gulva décida d'appliquer une autre stratégie. Elle allait contourner la montagne par l'ouest, traverser le marais et l'escalader par le versant opposé à celui des feux. Ainsi, se disait-elle, elle échapperait au méchant vent venu de la mer. Tard dans la nuit, elle chaussa ses sabots et commença une longue marche qui la mena jusqu'au grand marais qui la séparait du flanc arrière de la montagne. Ici, elle se déchaussa de ses lourds sabots et entreprit de traverser le marais. Elle progressait vite, légère et agile qu'elle était, et ne fut attaquée par aucun blizzard inattendu. D'où elle se trouvait, elle ne voyait plus les feux et avait même l'impression de s'adonner à une innocente promenade nocturne en direction des sommets. Elle comptait pourtant toujours percer à jour l'origine des feux en approchant les lieux de leur apparition très discrètement, par le côté et non de face. Elle se félicita de son plan et se sentait bien brave alors qu'elle se trouvait presque à l'extrémité du marais. Ce fut alors qu'elle entendit l'appel très reconnaissable des oiseaux qui habitaient l'endroit. Gulva aimait les oiseaux, aussi s'arrêta-t-elle un instant pour entendre leur doux sifflement. Seulement, alors qu'elle avait si souvent écouté leur chant, elle faillit tomber en arrière en tendant l'oreille. Voici qu'elle comprenait le langage des oiseaux et ce qu'ils se disaient entre eux. Il est bien dangereux de se rendre sur la montagne lorsque les feux brûlent, Siffla le premier. Cela est vrai. Il ne faut pas chercher à voir ce qui ne veut pas être vu. Approuva le second. Les nouveaux venus ne peuvent connaître les anciens habitants que de la manière dont ceux-ci acceptent d'être connus. Et les choses sont bien ainsi. Qui chercherait à briser cette règle? Il faut être fort inconscient et sot pour souhaiter une telle chose. Et une telle action serait bien dangereuse pour quiconque la tenterait. Cela est certain. Les choses doivent demeurer ainsi. C'est le prix pour vivre sur cette île. Gulva fut si bouleversée par la conversation des oiseaux qu'elle détala dans l'instant, sans chercher à en entendre davantage.
Elle retraversa le marais, mouilla ses sabots, courut à travers la pâture des moutons, sauta dans sa chambre par sa fenêtre et se mit au lit toute trempée. Après cette nouvelle tentative, des mois passèrent et Gulva fit de son mieux pour se désintéresser des feux sur la montagne. Elle se donna tant de mal pour les ignorer qu'elle finit par les oublier à moitié, ne pensant à eux que lorsqu'ils s'allumaient dans la nuit et se forçant à les oublier dès le lendemain. Cela fonctionna un temps. Puis, ses interrogations revinrent au galop. Elle se trouva de nouveau pris en étau entre sa curiosité et la peur des 2 avertissements reçus précédemment. Lorsqu'elle sentit le mystère la tirailler trop fortement, elle prit alors une décision. Une nuit, les feux brillèrent de nouveau. Gulva attendit que ses parents préparent le panier de victuailles habituel, puis s'approcha de son père alors qu'il sortait de la maison. Elle demanda à se rendre elle-même sur la montagne afin d'y livrer les offrandes. Ses parents se regardèrent l'un l'autre. Gulva sentit la discussion muette qu'ils s'échangeaient en silence, à l'aide de leurs seuls yeux. Puis, elle vit sa mère hocher la tête, et son père lui remit le panier. Il lui expliqua comment se rendre dans la montagne au feu, puis lui remit un manteau pour le voyage. Gulva ajouta au panier une brioche au lait qu'elle avait confectionnée elle-même, puis prit la route, tremblant légèrement. Elle marcha prudemment, puis avec plus d'assurance en direction de la montagne. Pas tout à fait rassurée, elle tournait parfois la tête craintivement pour regarder autour d'elle, guettant une nouvelle mise en garde. Mais rien ne vint la troubler. Elle ne reçut aucun vent glacial dans le visage, ni n'entendit le moindre oiseau parler sinistrement. Elle atteignit le pied de la montagne sans encombre et commença son ascension. À mesure qu'elle s'approchait des feux qui paraissaient tout proches à présent, elle sentit une grande confiance en ce qu'elle faisait l'emplir. Cette fois-ci, elle ne trichait pas, n'essayait de surprendre personne et ne cachait pas ses intentions. Gulva se trouvait à présent tout près des premiers feux. En effet, leurs flammes arboraient davantage de couleurs que les feux de cheminée, et leurs pointes s'enroulaient sur elles-mêmes comme des torsades ardentes. Alors qu'elle s'attendait avec excitation à découvrir, enfin, qui avait allumé ces foyers, elle aperçut une grande table de pierre que son père lui avait décrite. Obéissant à ses consignes, elle y déposa son panier, puis dépassa la table de pierre et se plaça entre les premiers feux. Elle sentit leur chaleur la réchauffer et cessa presque complètement de trembler. Alors, elle prononça les paroles que son père lui avait enseignées avant de l'envoyer dans la montagne. Le nouveau peuple salue l'ancien peuple et souhaite connaître la paix avec lui, aussi longtemps qu'ils partageront cette île. Voici des cadeaux pour le peuple caché qui désire le rester, et notre promesse de respecter sa volonté. Ayant dit ceci, Gulva vit alors les flammes autour d'elle monter plus haut et danser plus vivement encore qu'auparavant. Dans le même temps, une rumeur monta autour d'elle, comme un concert de voix multiples qui s'exprimaient en des langues inconnues. Certaines voix roulaient comme des rochers, d'autres gazouillaient comme des flûtes. Gulva ne pouvait comprendre ce qu'elle entendait, mais écoutait malgré tout. Enfin, la rumeur des voix s'éteignit et les flammes reprirent leur taille d'origine. Lorsque Gulva se retourna et voulut repartir vers chez elle, elle ramassa son panier sur la table de pierre et le retrouva vide de ses provisions. Elle ne s'en troubla pas et entama le chemin du retour. Gulva ne fut plus jamais rongée par la curiosité lorsque s'allumaient les feux dans la montagne. Ces nuits-là, elle remplissait un panier et s'en allait vers les sommets, qu'il pleuve, vente ou neige, et ne revenait jamais sans s'être réchauffée auprès des étranges flammes colorées et torsadées. Des années plus tard, elle quitta ses parents et s'installa dans une ferme à elle, eut des enfants et un mari, avec qui elle partagea une longue et heureuse vie. Ainsi la vie continua-t-elle sur l'île au milieu des mers glacées, et la paix demeura entre ses habitants, visible comme cachée.